C'est seulement à partir, donc, des années 2000 que là, la situation va vraiment changer. On arrive au troisième moment, au fond, qu'on va appeler le régime pluraliste, qui est beaucoup marqué par l'immigration. C'est là qu'au Québec, l'immigration, et au Canada en général, l'immigration va prendre une place considérable. Plusieurs milliers, voire millions d'immigrants vont arriver dans les 20 dernières années. Ça va changer le paysage, surtout à Montréal, notamment, région de Gatineau, Montréal, cette région-là. Ottawa, toute cette région-là va changer beaucoup. Toronto, évidemment, évidemment l'Ouest, mais je n'en parle pas ici. Ça a peu d'importance pour le Québec. Mais cette région-là, Gatineau, Montréal, ça a beaucoup d'importance. Ça va teinter et changer un peu la donne. Et là aussi va s'accélérer ce que j'ai appelé, à la suite de Daniel Hervieux-Léger, l'exculturation du catholicisme. L'exculturation du catholicisme est au fond la déliaison de ce que la culture, justement, avait cousu ensemble. Puis, l'exculturation, c'est là, tout à coup, il va y avoir une autonomie relative de plus en plus grande entre la religion catholique et la culture québécoise. Les deux vont se disjoindre peu à peu dans plusieurs débats. Le débat, par exemple, le plus représentatif de ça, c'est l'espèce de valse qu'il y a eu sur le crucifix au Parlement, à l'Assemblée nationale, pardon. C'est quand même étonnant de voir que, à la suite de Bouchard-Taylor, du dépôt de la commission Bouchard-Taylor, du mémoire qu'ils ont fait, toute l'Assemblée va voter unanimement pour le maintien du crucifix à l'Assemblée nationale comme une espèce d'acte de résistance. Oui, il faut aller vers le progrès, oui, il faut aller vers le pluralisme, mais on va garder une allégeance à quoi, au fond? À un certain catholicisme culturel. Personne ne voulait se commettre. Curieusement, plusieurs années après, une dizaine d'années après, toute l'Assemblée nationale va être unanime pour enlever le même crucifix. Donc, ça va se jouer dans des symboles, mais des symboles qui montrent avoir notre espèce d'ambivalence face à l'attachement catholique. Puis ça, c'est pas juste une personne qui va le vivre. On va le vivre tous individuellement, parce que tout le monde a vécu ça en accéléré pour soi-même, mais tout collectivement, on va le vivre, ce rapport-là. C'est comme un peu cette déliaison, cette exculturation va se faire petit peu par petit peu, avec des débats, non sans tension, ni non plus sans souffrance, avec certaines réactions de retour en arrière, puis en même temps avec certaines fatigues de devoir aller vers là plutôt que d'autres. Cette exculturation-là va, au fond, libérer le catholicisme de la nation, puisque, au fond, même dans le temps du référendum de 80, 95 un peu moins, mais 80 certainement, il y avait quelque chose qui unissait le politique et le religieux et le culturel. Tout était, au fond, ensemble. On voyait qu'il y avait vraiment, c'était un mouvement national, mais qui était porté aussi par une conscience collective qui avait été travaillée pendant des années par la question religieuse et par les sensibilités religieuses que les gens avaient développées. Puis, c'est pour ça que des personnes comme Fernand Dumont, Jacques Grandmaison, Guy Rocher, tous ces gens-là ont été pétris et ont été des acteurs importants on va dire, de la modernisation du Québec, mais aussi, curieusement, de la modernisation de l'Église catholique au Québec. Il faut juste penser à la commission Dumont, où Claude Ryan, Jacques Grandmaison, Fernand Dumont ont participé, à laquelle, au fond, on a tenté de repenser le rôle, la place des laïcs dans l'Église. C'était vraiment... ces gens-là agissaient à la fois en sociologues et en intellectuels publics, mais à la fois aussi en croyants. Puis ça, c'est des gens qui ont été... Fernand Dumont, Guy Rocher, Jacques Grandmaison ont été très importants, par exemple, dans l'édification de la loi 101, pour prendre cet exemple-là, ou la politique culturelle du Québec. Tous ces éléments-là étaient totalement nationaux. Donc, ce moment-là... on va dire, je reviens à l'exculturation, quand il y a l'exculturation, il y a donc la religion est libérée du carcan national, mais le nationalisme aussi n'a plus cette base, puis doit se redéfinir. Pas pour rien qu'on vit, curieusement, en même temps que, on va dire, que cette exculturation dans cette exculturation du catholicisme, c'est pas étonnant qu'on vive une sorte de remise en question de la place de la religion dans l'espace public, mais en même temps aussi une redéfinition du nationalisme, puisqu'il ne peut plus avoir la même base entendue qu'il y avait avant. Puis tous les débats qui travaillent le nationalisme depuis ce temps.
et qui, en quelque sorte, le pétrit. Mais donc, cette exculturation va commencer très tardivement. Va commencer autour des années 2000. Un peu avant, bien sûr. On peut dire qu'on en a des traces et on peut suivre. J'ai écrit un article justement sur une sociologie historique de l'exculturation où je montrais à voir comment, au fond, ça s'est affirmé à travers le temps. Mais on peut dire vraiment, c'est à partir de 2000 que là, tout à coup, les bases vont trembler un peu. Et c'est pas pour rien que le débat sur la laïcité va reprendre. Parce qu'au fond, le catholicisme culturel faisait écran à toute cette question-là. Les gens partageaient une même culture commune, une sorte de même culture civique commune qui était partagée, et personne n'aurait voulu nécessairement changer ça, vraiment, c'était beaucoup trop d'aria. Et on avait presque 80% des Québécois et Québécoises qui se disaient catholiques. Donc la vaste majorité était catholique, et donc, de ce fait, pourquoi donc penser la question de la laïcité? À nouveau frais encore. Mais c'est quand, justement, il y a l'exculturation, que là, tout à coup, il faut, cette question-là germe. En même temps qu'il y a l'immigration. Mais moi, je pense pas que beaucoup de gens mettent beaucoup d'emphase sur l'immigration pour parler de laïcité. Moi, je pense que c'est important. Mais ça ne saurait être aussi important que cela a été que parce qu'il y a eu aussi une transformation du rapport au catholicisme au même moment. C'est comme si, d'une certaine façon, les Québécois devaient se réfléchir à nouveau frais leur rapport aux religions, eux qui sont en distance de plus en plus grande face au catholicisme. Ce moment-là va commencer autour de 2000, puis va s'affirmer. Moment que je vais appeler pluraliste, régime pluraliste. Dans le régime pluraliste, les gens habituellement commencent aussi à se distinguer, à de moins en moins appartenir à des religions comme telles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va y avoir une croissance d'un nouveau phénomène qui n'était jamais apparu véritablement au Québec, c'était les sans-religions. Les sans-religions, c'est les gens à qui on pose la question « Quelle est votre religion? » eu égard à votre pratique, puis ils répondent « J'en ai pas. Aucune religion. Je suis affilié à aucune religion. » Curieusement, on a toujours pensé que le Québec était le champion de la sécularisation au Canada, mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde dans l'Ouest, dès les années 2000, au début 2001, 2010, dans l'Ouest, surtout à Vancouver, Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan, on a des taux de presque 30% de la population qui se disent sans religion. Au Québec, on est encore à 10%. Ce taux va monter, mais dans les dernières années seulement. Dans le dernier recensement 2021, le taux est autour de 25% de sans religion. Majoritairement des jeunes, bien sûr, des 18-35 ans sont ceux qui sont presque 35-40% de sans religion dans cette classe d'âge. Mais malgré tout, lorsqu'on compare avec ce qu'il y a comme autre chiffre au Canada, dans le reste du Canada, les chiffres sont encore assez bas parce qu'il y a encore un effet du catholicisme culturel. Lui, il faut bien comprendre que toutes ces périodisations que je suis en train de vous faire, on ne passe pas d'une couleur à une autre. On est dans ça s'estompe simplement, tranquillement, et un autre régime prend la place et un autre décroît. C'est comme, on est dans un moment de grandeur et décadence, puis on passe d'un régime à un autre. C'est pas abrupt. Il y a encore des traces du catholicisme culturel qui sont opérantes aujourd'hui, mais moins. On va le voir également, cette exculturation, par des phénomènes majeurs qui touchent les indicateurs dont on a touché. Une des choses qui est importante, c'est le taux de baptême, je le disais, par année. Le taux de baptême est calculé, au fond, au nombre d'enfants qui naissent, et on regarde combien il y a eu de baptêmes, puis on divise, puis on a la moyenne. Ce taux était, je vous le disais, autour de 75% en 2001, qui était considérable. Il a baissé en 2011 jusqu'à 35%. Et là, en 2021, les derniers chiffres, post-COVID, la COVID n'a pas du tout aidé. Hein? C'est bien clair que pour les religions, parlez-en à quiconque travaille dans les religions, quelque religion que ce soit, ça a été très dur pour eux. Et même les gens, encore aujourd'hui, ont de la difficulté à être avec les autres. L'agir communautaire a changé d'une certaine façon. La COVID a mis quelque chose à zéro, qui a cassé quelque chose comme un ressort. Puis il faudra peut-être refaire ce ressort-là, bien sûr. Mais les religions ont pâti beaucoup devant la COVID. Et là, on est autour de quand même de 19%. Ça veut dire que 2 enfants, on est passé de 7 enfants
sur 10 à 2 enfants sur 10 en moins de 20 ans. Que s'est-il passé dans ces derniers 20 ans? Et là, on voit que, au fond, la sécularisation annoncée dans ceux qui disaient qu'en 60, c'était fini, ça va prendre quand même 40 ans avant que là, on arrive vraiment au moment où là, on est dans un autre monde. Une certaine société, c'est la fin d'une religion, là, comme disait Daniel Hervieux-Léger. C'est-à-dire qu'on est face, ce n'est pas la fin du monde ni la fin de la religion, mais la fin d'une religion ou d'une époque très claire qui est en train de se faire.